Du coup, je me représente en attendant. Donc, Déborah Seben, je suis psychiatre. J'ai une activité clinique au CHU de Lille, dans une structure carcérale, à la prison d'Annelin. Et j'ai une activité de recherche au centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale qui est basée à Lille. Donc la teneur de mes propos aujourd'hui, je remercie grandement Armel de nous avoir conviés pour évoquer un peu ce sujet sous l'angle qui est traité par le centre, le collaborateur de l'OMS à Lille. Mais c'est vrai que l'idée, ce sera plutôt d'arriver à mettre un petit peu en perspective ce que l'OMS, parce que du coup c'est de là que je parlerai, mais de ce que l'OMS nous dit de ce qu'est une bonne santé mentale pour tous, et puis arriver un peu à confronter ça à ce que sont les grandes lignes du développement des nouvelles technologies aujourd'hui, et comment les deux ne sont pas deux concepts, mais comment les choses peuvent se croiser, de quelle manière dans l'intérêt de tous. Donc l'idée, j'attends vraiment d'avoir le support pour étayer visuellement mes propos. Mais voilà, l'idée c'est de revenir un petit peu sur ce que c'est que la santé pour l'OMS, la santé mentale, ce qu'on peut appeler e-santé mentale, puisque du coup c'est aussi un terme qui est utilisé, santé mentale numérique, cybersanté mentale, santé mentale digitale, qui sont des mots un peu valises. Et voilà, essayer de les définir ou de peut-être s'appuyer sur la littérature pour choisir une classification possible. Et puis faire un peu le point sur ce que l'OMS nous dit, sachant que récemment, il y a un rapport qui est sorti en avril 2019 qui émane de l'OMS sur sur la e-santé et la bonne manière d'implémenter des dispositifs de e-santé. Alors c'est toujours un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de rapport disponible sur la e-santé mentale ou sur la e-psychiatrie, parce que j'ai vu aussi que dans le programme on parlait de e-psychiatrie ce matin. Cependant, comme pour l'OMS, il n'y a pas de santé sans santé mentale, je vais souvent extrapoler ce qui est appliqué à la santé mentale et essayer de mettre ça un petit peu en perspective. Pardon ? Est-ce que c'est bien ? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Voilà, donc du coup, je sais que le temps de parole doit être de 30 minutes, donc je vais essayer de tenir ce timing. Donc voilà, il est question de changement de paradigme ou de changement de culture. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on? C'est ce que je vous disais un petit peu, l'idée c'est d'arriver à reposer les définitions ensemble de ce que l'on évoque quand on parle de santé et de santé mentale. Donc je rappelle que la santé est une définition qui a été posée maintenant il y a bien longtemps par l'OMS comme un état de complet bien-être physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et la santé mentale est redéfinie dans un plan récent de l'OMS, dans le plan global 2013-2020, qui redéfinit la santé mentale comme une composante essentielle de la santé, et qui redéfinit la bonne santé mentale comme permettant de se réaliser, de surmonter la tension normale de la vie, d'accomplir un travail productif et de contribuer à la vie de leur communauté, en parlant des usagers et des citoyens. Donc le rôle essentiel de la santé mentale est redéfini dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous, comme le fondement du bien-être de l'individu. C'est important parce que l'OMS a redéfini récemment des objectifs de développement durable, je vais en reparler, mais on est passé d'objectifs sanitaires depuis les années 2000 à une nouvelle définition de la santé qui inclut le bien-être et la santé mentale des individus, depuis 2015 à la suite d'une vision globale dite humanitaire et également à l'échelle planétaire pour l'ensemble des citoyens. Donc ça, ce sont des éléments supplémentaires pour étayer cette définition-là. L'OMS remet l'accent sur les déterminants socio-économiques, biologiques et environnementaux. Je le redis, puisque quand on parle de nouvelles technologies, les frontières sont extrêmement poreuses entre ce qui est destiné au bien-être, à la bonne santé mentale ou à la prise en charge plus sanitarisée d'un trouble défini, accompagné par un médecin,
ou par un soignant. Et c'est vrai que, alors c'est peut-être quelque chose qu'on avait, un problème entre guillemets qu'on avait déjà avec la psychiatrie, mais encore plus avec la santé mentale et encore plus dans le champ du numérique, puisque comment faire la différence entre aller mieux ou aller bien parce qu'on a téléchargé une application, par exemple, de méditation pleine conscience, ou alors être pris en charge dans ce qu'on appelle les blending thérapies, thérapie partagée avec un thérapeute qui va prescrire, même si ce n'est pas encore aujourd'hui de la prescription, mais prescrire une application pour, par exemple, se soigner d'un trouble anxieux. Donc c'est vrai que le champ, j'en reparlerai après, mais où on se balade dans le champ de la psychiatrie jusqu'à la santé mentale, c'est quelque chose qui, pour le coup, est largement questionné quand on s'intéresse aux nouvelles technologies dans ce champ-là. Donc c'est ce que je disais, c'est un large éventail d'activités qui relèvent directement ou indirectement du bien-être, ça revient à ça. Et donc ça englobe la promotion du bien-être, la prévention des troubles psychiques, la prise en soin en santé mentale. Donc quand je dis prise en soin, c'est l'aspect plus sanitaire. Et également le rétablissement des usagers des services de santé mentale, puisque la notion de rétablissement est quelque chose maintenant qui est posé comme tel par le plan global 2013-2020, quand l'OMS évoque la santé mentale. Donc plus récemment, je parlais des objectifs de développement durable. Il y a un plan très ambitieux, donc d'échelle mondiale, qui a été posé par les Nations Unies en septembre 2015 et qui vient refaçonner un peu la façon dont l'OMS dit qu'il faut penser la santé et la santé mentale. Donc ça s'inscrit dans un horizon 2030, ça pose 17 objectifs de développement durable. Et c'est celui qui est le plus en lien, on va dire, avec ce que nous on appelle la santé mentale en France, puisque du coup ça ne dit pas la même chose à plusieurs endroits du globe. C'est permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges. Il manque le bien-être à tous les âges. Alors cet objectif 3, c'est compliqué parce que quand les Nations Unies parlent d'objectifs de développement durable, ça vient éclater ce que nous on appelle la santé mentale. Donc ça vient, disons que tous les objectifs ont une tranche sanitaire, et si on s'attache vraiment à la définition de la psychiatrie et à la façon dont on peut appliquer un objectif de développement durable tel qu'il est pensé par les Nations Unies et notamment l'OMS, il faut qu'on arrive à penser de manière globale une approche de la santé comprenant prévention, promotion, aspect curatif, soutien à l'inclusion sociale, citoyenne et également au rétablissement des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et donc il y a un autre point fort qui est donné dans le développement des objectifs durables par l'OMS, c'est la notion de couverture sanitaire universelle. Alors il y a différentes grilles de lecture. Au niveau OMS, c'est arriver à faire en sorte que chacun, en tout point du globe, ait accès à des soins de qualité. Alors pourtant, l'OMS n'exempte pas la France en tant que pays développé à cet objectif-là. Il faut qu'on arrive à l'adapter. Couverture sanitaire universelle, pour nous, c'est plus les questions de, quand on parle des nouvelles technologies, mais de fracture numérique, d'accès aux soins, et au final d'accès aux soins qui questionnent déjà la façon dont les soins sont organisés en France en psychiatrie. Donc voilà comment ça se présente. Ça, c'est comme ça que ça a été présenté. Donc c'est également vraiment une autre vision de voir les choses. Les objectifs sanitaires qui étaient posés dans les années 2000 par l'OMS, c'était par maladie. Il y avait encore une évolution un peu en silo avec l'idée de pouvoir faire de la prévention ciblée sur des maladies prévues comme prédominantes et responsables d'une mortalité importante ou d'une morbidité importante. Là, c'est vraiment une répartition entre différents champs de vie pour définir un objectif global de santé pour tous. Donc là, au centre, il y a l'objectif de développement durable numéro 3 sur bonne santé et bien-être, en ce sens qu'il est c'est celui qui touche de plus près la notion de santé mentale. Alors maintenant, quand on parle de e-santé, je vais également garder le prisme OMS pour arriver à étayer un petit peu notre réflexion. Donc les termes utilisés, alors j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'être là ce matin, je ne sais pas quelle sémantique a été utilisée, mais j'ai vu qu'on parlait de M-psychiatrie, de M-santé, de convergence technologique, de NTIC, cybersanté, santé numérique, e-santé, santé digitale. On peut rajouter le mot mental à chaque fois qu'on évoque ces termes-là. L'OMS les définit comme l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service de la santé. Avec 3 points forts: l'amélioration de la circulation des informations par voie électronique, le soutien des prestations des services de santé et la gestion des systèmes de santé. Donc quelque chose qui vient plus s'attacher pas tant à l'individu, mais à la façon dont l'individu va pouvoir accéder au système de santé numérisé.
Donc ça, c'est ce que je disais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est disponible pour un large éventail de besoins et d'objectifs, de la santé à l'éducation, la promotion et la prévention, et également le traitement des troubles psychiques, sous un angle plus médical, peut-être un peu moins promotion de la santé. Ce qui est sûr, c'est que dans les derniers rapports sur e-santé et santé globale de l'OMS, les organisations internationales réaffirment les technologies de l'information et de la communication comme une priorité pour la réalisation de ces objectifs de santé et des objectifs de développement durable. Donc c'est complètement intégré, il y a un historique maintenant assez ancien de l'OMS et de son rapport aux nouvelles technologies, donc c'est pas du tout récent, mais c'est réaffirmé dans les derniers textes. Alors quand on parle de e-santé mentale, de quoi parlons-nous? Alors c'est pareil, c'est une classification un peu... elle n'est pas hasardeuse, hein, parce qu'elle est inspirée de la littérature, c'est Deborah Lupton qui la propose, mais c'est un peu ce à quoi on est confronté quand on pense santé mentale et e-santé mentale aujourd'hui. Alors coloré plutôt en vert, c'est tout ce qui a trait peut-être aux compétences professionnelles, donc télémédecine, téléconsultation, téléexpertise, les systèmes d'information partagés, le dossier médical partagé, les nouvelles technologies de diagnostic numérique à travers la médecine préventive, personnalisée, de pointe, performante, l'évaluation des risques et le support à la prise de décision. Ensuite, il y a tout ce qui est peut-être plus destiné au support des aidants et aux usagers. Donc, c'est toutes les applications mobiles de self-care, les objets connectés, les technologies embarquées et également les plateformes numériques pour l'échange d'expériences entre les usagers et les aidants, qui est quand même une très très grande partie de ce qui aujourd'hui aide les usagers et qui comment dire, on en a une connaissance partielle, je dirais, en tant que professionnel. Il y a beaucoup de groupes fermés auxquels on n'est pas forcément invité dans la prise en charge individuelle de quelqu'un, et fort heureusement, mais qui aujourd'hui est un outil très fort quand on parle de nouvelles technologies pour les personnes concernées par un trouble psychique. Ensuite, il y a tout ce qui a trait à la formation, donc formation médicale, échange d'informations entre professionnels avec des nouveaux outils. Là, j'en cite que quelques-uns, mais réalité virtuelle, Serious Game. Sachant que voilà, c'est des bulles qui se déplacent, hein, elles sont toutes un peu à l'interface, puisque si c'était cloisonné, le numérique aurait plus le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Et puis, de manière encore plus transversale, il y a la promotion numérique de la santé mentale. Là, je ferai un rappel aussi à la charte d'Ottawa qui a été développée il y a maintenant plus de 30 ans, en 86, mais au final, qui retrouve tout son sens avec le développement des nouvelles technologies. Et c'est assez intéressant de lire ce qui avait été écrit avant 90 par la charte d'Ottawa et qui peut être complètement mis en exergue aujourd'hui par le développement des nouvelles technologies en santé et en santé mentale. Ça, c'était juste pour qu'on se rappelle quelques chiffres. En France, je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin, c'est important de se poser la question de l'accessibilité puisque ça fait directement partie de la façon dont on peut réaliser un objectif de santé globale. En tout cas, c'est comme ça que c'est posé par les organisations internationales. Donc aujourd'hui en France, c'est plus de 80% d'internautes, plus de 70%, enfin près de 70% d'internautes santé. Les internautes santé, c'est l'utilisation, alors c'est devenu, j'ai écrit internaute avec I majuscule, parce que l'Internet santé existe en tant qu'une entité maintenant reconnue, c'est l'utilisation d'Internet pour sa santé. Et il y a 3 thèmes qui ont été repérés quand on est internaute santé, c'est la recherche d'informations, l'échange d'expériences et la construction de savoir. Alors échange d'expérience, c'est échange d'expérience entre pairs, mais également échange d'expérience entre professionnels. Donc c'est une source d'information extrêmement importante qui a trait soit à son expérience de la santé en tant qu'usager ou à son expérience de la santé en tant que professionnel de la santé. 41 millions de mobilotes, donc ceux qui utilisent la technologie mobile pour accéder à Internet, donc ça fait à peu près 60%, et 7 millions de mobilotes santé, donc qui se servent des technologies mobiles pour accéder à l'information relative à leur santé. Il y a 2 tiers des Français qui pensent que les outils digitaux permettront d'améliorer le parcours de soins, donc on a plutôt une vision globalement plutôt très optimiste. Près de 90% des établissements de santé qui considèrent l'innovation digitale comme une priorité stratégique, donc ça c'est également important, puisque concrètement ce que disent l'OMS, et également les autres organisations internationales, c'est qu'il existe très difficilement la réalisation des objectifs s'il n'y a pas de gouvernance, s'il n'y a pas de leadership. Il faut une démarche un peu top-down qui va permettre, il y a une mobilisation qui vient du terrain, mais il y a également un cadre législatif qui est à poser pour que l'ensemble se mette en place. Et donc juste un petit focus sur tout ce qui est application de santé et notamment application de santé mentale. En 2018, il y a 325 000 applications mobiles relatives à la santé qui ont été relevées dans le monde et plus de 10 000 relatives à la santé mentale. Donc c'est très très compliqué puisque quand on essaye de faire des référencements ou quand on essaye d'évaluer l'efficacité, il y a un très bon article là récent de l'ARSEN qui est sorti
qui a fait le point sur beaucoup d'applications. Il a essayé de repérer celles qui étaient efficientes et efficaces. Il n'y en avait que 2 à la fin. Alors il y avait un focus suicidologie, mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire la même chose sur la santé mentale en France, donc sur les applications qui sont disponibles en français, c'est pas la majorité, mais ça reste extrêmement difficile, et puis quand on entame la démarche, elle est désuète 48 heures après, puisqu'il y a des milliers d'applications qui sortent par jour. Donc tout ça est un marché non régulé qui est quand même difficile à circonscrire et à rendre efficient, en tout cas actuellement. Au niveau mondial, on a quelques autres données, plus de 5 milliards d'abonnements aux services mobiles dans le monde, donc c'est 67% de la population mondiale qui est connectée, près de 50% de la population mondiale qui a accès à Internet. Les chiffres sont également encore plus importants pour la téléphonie mobile, et l'OMS nous dit qu'il y a maintenant plus de facilité d'accès à un téléphone portable qu'à de l'eau potable. Voilà, alors c'est des repères un peu OMS, c'est toujours des phrases un peu fortes, mais c'est vrai que c'est intéressant toujours d'avoir cette vision très supranationale et internationale pour arriver à recontextualiser l'évolution dans laquelle on se situe. Alors si on essaye de réfléchir un peu aux enjeux qui sont posés dans le champ de la santé, mentale, il y a un prisme qui nous intéresse énormément au centre collaborateur de l'OMS à Lille, qui est celui de la réorganisation des services de santé mentale au profit d'une santé mentale communautaire et d'un changement de culture au profit des approches centrées sur le rétablissement. Alors en psychiatrie c'est compliqué, ça a été à un moment donné, pas taxé, le mot est un peu fort et c'est un peu péjoratif, mais considéré comme quelque chose d'un peu idéologique et dogmatique, je crois, dont on se détache de plus en plus et qui est maintenant considéré comme l'objectif ultime commun de tous, quel que soit le champ de recherche dans lequel on se situe, c'est-à-dire que l'ensemble des axes de travail au service de la santé mentale ont normalement comme objectif premier le rétablissement des personnes. Mais quand on pense rétablissement des personnes, on pense approche centrée sur la personne et identification des besoins. Et donc, sur le plan du numérique, ça s'attache à identifier les ressources d'autogestion, donc à développer les outils en faveur du self-help, le soutien et l'entraide par les pairs, donc c'est ce qu'on a vu un peu c'est énoncé dans la catégorie de Lupton, hein, sur le développement des forums, des groupes, les réseaux sociaux, les blogs, et également la mise en œuvre et le suivi des soins et des objectifs de vie, blendithérapie, technologie embarquée, mais ce seront alors c'est là où on parle d'intersectorialité, c'est là où le développement des dispositifs ne seront en accord essentiellement qu'avec le besoin des personnes concernées, ou en tout cas dans l'idée qu'elles font partie dès le départ à chacune des étapes de la construction et du développement des nouvelles technologies et des outils, des nouveaux dispositifs de leur développement. Donc si on essaye de croiser ces perspectives, celle de l'OMS sur la santé globale et celui du développement des nouvelles technologies et de l'information et de la communication, clairement ça déplace le champ du sanitaire. Alors souvent on pose la question, mais pourquoi on parle que de santé mentale? Je crois que c'est quand même très en lien avec ça. Alors on le sait, hein, c'est déjà le cas en dehors du champ numérique, mais probablement encore plus dans le champ du numérique. Ça dépasse clairement le champ du sanitaire, ça dépasse clairement le champ des professionnels de la santé mentale, et donc ça appelle à ce qui existe déjà, même en dehors de la santé, je pense, quand on parle de nouvelles technologies, tout ce qui est intersectorialité et donc convergence des dispositifs qui sont développés. Et donc là, je reviens un peu sur la charte d'Ottawa que j'évoquais tout à l'heure, qui est assez intéressante, parce qu'on a des données et des chartes, des choses qui font foi sur la bonne façon de construire et de permettre aux personnes d'accéder à la santé et à la santé mentale sur, au final, des valeurs qui sont très anciennes. La charte d'Ottawa, c'est 86, il y a plus de 30 ans, avec la modernité du 21e et le développement des nouvelles technologies. Alors qu'est-ce que nous disait la charte d'Ottawa? Une promotion durable de la santé. Je pense qu'on peut parler de la promotion numérique de la santé aujourd'hui, ou de la promotion numérique de la santé mentale. Une responsabilité et une autonomie des personnes dans leurs choix individuels et collectifs. Je pense que tout ce qui est support d'entraide, forum, est largement en accord avec cet item-là. Le respect de la dignité humaine, dans le sens où on fait confiance en l'humain, on reconnaît ses potentiels, ses compétences et ses savoirs expérientiels, c'est très débattu aujourd'hui. Enfin, débattu non pas en sens où c'est un débat, mais c'est très considéré. Ça, la reconnaissance du savoir expérientiel à hauteur du savoir professionnel ou sachant, c'est très d'actualité dans le domaine de la psychiatrie. Et puis cette notion de démocratie sanitaire, dont on entend un peu plus parler récemment, mais qui est en fait très ancienne, qui visait déjà en 86 à ce que les individus puissent avoir une plus grande maîtrise de leurs déterminants de santé. Alors par le biais du numérique, c'est télécharger une application parce que j'ai envie de faire de l'activité physique, parce que j'ai envie de mieux manger, parce que je suis sous traitement neuroleptique, que j'ai éventuellement des effets secondaires et que je veux avoir de l'information et pouvoir avoir une hygiène de vie qui me permet de bien le faire. Non pas que ça n'existait pas avant, mais probablement que les nouvelles technologies apportent
des moyens techniques supplémentaires sur le plan individuel, en autonomie, pour que la personne réalise cette plus grande maîtrise, et cette plus grande maîtrise des déterminants de santé. Alors ça c'est un rappel historique, je vais passer très très rapidement puisque le temps avance, c'était juste pour redire, je dis que ces valeurs-là sont assez anciennes. L'OMS s'attache au développement des nouvelles technologies, c'est intéressant parce qu'entre le moment où l'OMS sort, où les organisations supranationales sortent des textes, et le moment où on commence à les appliquer en France, mais bon ça c'est comme partout, il s'écoule souvent beaucoup de temps. Il y a plus de 20 ans, je crois que c'était en 98, l'OMS reconnaissait l'importance d'Internet pour la santé, pour être en bonne santé. Alors probablement par le volet le plus évident à l'époque, c'était celui de l'information, mais voilà, c'était en 98. Et puis de 2005 à 2018, 2005 il y a le premier rapport qui sort sur le potentiel de la santé numérique en vue de l'amélioration de la qualité, de la sécurité et de l'accès aux soins, avec vraiment un engagement des États à développer les systèmes numériques pour l'amélioration de la qualité des services de santé. Et puis jusqu'à 2018 où il y a un rapport actualisé sur alors la technologie mobile, c'est peut-être ce qui a été le plus récent pour l'OMS, c'est de passer de l'Internet fixe via l'ordinateur à la technologie mobile avec l'avènement des portables en 2000 et des smartphones en 2007. Donc l'idée aujourd'hui, dans les derniers rapports, c'est de donner la priorité à l'utilisation des nouvelles technos de l'information et de la communication pour la promotion des objectifs de développement durable et pour la promotion de la couverture sanitaire ou médicale universelle qui reste vraiment l'objectif global que les États doivent suivre quand ils développent une gouvernance relative à la cybersanté dans leur pays. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait en France par Dominique Pont là il y a quelques mois avec le rapport sur le virage numérique. J'en dirai quelques mots en conclusion. Aujourd'hui l'OMS a foule de chaires, de groupes de travail. Elle a un observatoire global de la e-santé qui fait vraiment le point, alors on n'aura pas les données actualisées tout de suite, mais qui propose de faire le point sur la façon dont les gouvernances arrivent à faire tendre les individus vers un meilleur état de santé, et donc santé mentale, via l'utilisation des nouvelles technologies. Et donc le premier guide, les premières recommandations sont sorties là il y a un mois, en avril 2019. Donc ça c'est le premier rapport sur e-santé et couverture sanitaire universelle, c'est 2016. Le premier guide pratique sur les stratégies nationales en matière de cybersanté, un peu plus récent, et celui-là qui vient tout juste de sortir, alors qui est plutôt destiné, c'est vraiment pas trop aux usagers et aux professionnels, mais plus aux États et aux gouvernements. Ça je vais passer, c'est juste pour dire qu'il y a également des enquêtes mondiales que l'OMS mène par l'Observatoire mondial de la santé, et qui avait posé comme objectif, c'est un peu ce que je disais, mais sur le dernier rapport, l'idée de faire cet état des lieux, cette cartographie de la meilleure façon dont les gouvernances relatives à la mise en place des nouvelles technologies dans leur pays arrivent à faire tendre vers la couverture sanitaire universelle, sont des choses qui sont chiffrées dans les enquêtes mondiales de l'OMS, et la dernière a eu lieu en 2016. Alors pour vous donner une idée, à quoi on s'attache quand on veut savoir si des développements de nouveaux dispositifs et de nouvelles technologies sont en accord avec le développement d'une bonne santé mentale. Je rajoute mentale, parce que c'est vrai que ça concerne la santé. Il n'y a pas de focus psychiatrie dans ces rapports-là, mais je pense qu'on peut extrapoler à ça. Alors Fondation, c'est les piliers, c'est la gouvernance de ce qui font la santé, c'est les 8 thèmes qui sont abordés dans les enquêtes. La télésanté, la téléconsultation et la téléexpertise, sachant que pour l'instant la télépsychiatrie arrive plutôt au rang des dernières spécialités qui développent ce type de dispositif. C'est la radiologie qui est en tête au niveau international. L'apprentissage en ligne, ça c'est des choses qui avaient été non référencées par la France, je crois, dans le rapport de 2010. Si on le refaisait aujourd'hui, je pense que maintenant tout ce qui est e-learning, apprentissage en ligne dans le domaine de la santé, c'est largement développé. Dossier de santé électronique, on y est également. Les cadres juridiques, je sais que ça a été un petit peu évoqué ce matin. Les médias sociaux et le big data, ça ce sont les repères. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le cadre international qui nous aide à réfléchir sur le sens que l'on peut donner aux nouvelles technologies quand on parle de santé mentale et convergence technologique. Maintenant, je voulais juste faire un focus peut-être sur l'activité du centre pour vous donner un peu une idée de l'investissement de la France dans les projets européens dans ce champ-là. Il y a 3 grands projets européens qui sont des financements Interreg qui ont été démarrés récemment. Là, le centre est impliqué dans le projet IMEN, qui a déjà organisé beaucoup de séminaires. C'est un projet qui a commencé en novembre 2016
et qui va s'attacher, on n'a pas encore les résultats, mais on les présentera au ministère en mars 2020, qui va s'attacher à définir des recommandations politiques eu égard au développement de dispositifs faits auprès de 10 pays partenaires qui ont été impliqués dans ce projet-là et qui avaient ciblé les nouvelles technologies au service de la prise en charge de la dépression, de l'anxiété et de l'état de stress post-traumatique. Ça, c'est un premier gros projet qui a fait beaucoup parler de e-santé mentale depuis novembre 2016. Il y a un deuxième projet aussi qui se met en place qui s'appelle IT for Anxiety, qui va s'attacher aux représentations de l'ensemble des parties prenantes sur le développement des dispositifs de santé mentale, le rapport que les usagers ont à l'Internet santé mentale, et puis l'idée, c'est quelque chose d'un peu ambitieux qu'on va essayer de faire, mais c'est d'arriver à construire un dispositif par les usagers d'évaluation des nouveaux dispositifs dans le champ de la santé mentale. C'est quelque chose qui n'existe pas en France, qui a été développé en Angleterre et qui s'attache vraiment à essayer de faire en sorte que tout ce qui est développé est très très en accord et est systématiquement évalué par les personnes utilisatrices des services. Donc l'idée, c'est d'arriver à produire un toolkit, un dispositif réplicable pour que les usagers et les aidants, bien sûr, aient leur parole aux côtés des professionnels pour donner leur avis sur ces outils-là. Et puis il y a d'autres champs, dans le champ de la santé mentale, notamment dans celui de la périnatalité. C'est un projet qui s'attache à la prise en charge de la dépression du postpartum sur l'utilisation des nouvelles technologies au service d'un changement de culture et de l'empowerment de cette population-là cible. Donc en fait, quand on pense e-santé mentale et santé mentale dans le champ du numérique, soit on cible, en tout cas les projets internationaux sont construits comme ça, soit on cible des troubles particuliers. Alors ça essaye de défaire un peu l'évolution en silo, puisque par le biais du numérique, on essaie de travailler la réautonomisation, l'empowerment, l'utilisation des dispositifs par les usagers. Donc soit c'est des approches comme ça par trouble et par trouble parce qu'on ne peut pas parler de maladie en santé mentale, ou alors par population cible, c'est-à-dire les femmes enceintes. On ne s'est jamais vraiment attardé à la prise en charge de ces symptômes-là et à ce changement de culture opéré auprès de ces populations-là. C'est pour dire un peu le champ d'action possible qui peut être engagé quand on parle e-santé mentale. Pour redonner aussi un peu d'actualité sur le centre, en France, il y a un groupe ministériel qui s'est monté, qui s'appelle Santé mentale 3.0, et qui propose ce référencement que j'évoquais juste avant, un référencement complet, quasi exhaustif, souhaité exhaustif, de ce qui existe dans le champ de la santé mentale et de la e-santé mentale en France. Alors il faudra voir s'il y a un focus qui est fait sur uniquement les applications ou sur les interfaces web, ce qui est mené par les équipes de recherche, voir quels sont les troubles dans le champ de la santé mentale au service desquels on propose des nouveaux dispositifs et des dispositifs qui appartiennent au champ des nouvelles technologies. Donc ça, c'est une étape importante. Et puis enfin, je vois le temps qui tourne, je ne vais pas tarder à m'arrêter, mais je vais prendre 10 minutes supplémentaires pour évoquer une étude française qui est l'étude ECUM, qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises. C'est une étude qui a été menée avec Margot Morgel, qui est chercheuse en sociologie de la santé mentale. Quand le CSOMS a été impliqué dans le projet européen, c'était le premier, le projet européen IMEN, qui s'attachait à la e-santé mentale. On ne connaissait pas bien le sujet, c'était en 2016. Et c'est rapidement posé la question de savoir que si on avait un objectif santé globale, centré sur la personne, qui répondait à des besoins, il fallait que les besoins étaient en amont identifiés et que les dispositifs puissent y répondre. Si on essaye d'évoquer les notions de fracture numérique, de couverture sanitaire universelle, alors l'idée c'est d'arriver en sorte qu'il n'y ait pas de personnes laissées pour compte. Et donc c'est une étude française qui s'est attachée à l'identification des représentations et des usages des dispositifs par l'ensemble des parties prenantes. Donc je vais en dire deux mots. Malheureusement, je n'ai pas les résultats de la recherche quantitative qu'on va essayer de sortir là, courant de l'année 2019. Et on a publié récemment les résultats de la recherche qualitative. Ça a été une recherche qui a été menée auprès de 10 focus group, 70 participants, auprès desquels on a proposé une grille d'entretien comme le demande la méthodologie des focus group. Et les 10 groupes de personnes ont représenté l'ensemble des personnes qui pouvaient être impliquées dans l'utilisation d'un nouveau dispositif de santé mentale. Donc il y avait la population générale, il y avait les usagers, les aidants, les représentants d'associations, les professionnels du champ de la santé mentale, donc psychologues, psychiatres, également médecins généralistes. Et on leur a demandé un petit peu comment ils voyaient l'utilisation dans un avenir proche des dispositifs de e-santé mentale.
Alors, Clash of Clans, c'est une façon de présenter la présentation, mais je vais aller vite pour respecter le temps. Voilà. Je vais juste donner les cases grises, c'est les groupes professionnels qui ont été interrogés dans le cadre de cette recherche qualitative. C'est juste pour vous donner les 5 thèmes qui sont ressortis quand on évoque santé mentale et nouvelles technologies, qu'est-ce qui ressort? Le premier point, c'est les configurations et les lignes de tension entre psychiatrie et santé mentale. J'en parlais un petit peu avant, mais quand on a commencé les focus group, la première question c'était mais c'est quoi e-santé mentale? C'est quoi? C'est e-psychiatrie? C'est est-ce que moi j'utilise Petit Bambou pour ne pas citer quand je fais de la méditation? Est-ce que je considère que j'utilise un dispositif de e-santé mentale ou pas? Donc c'est vrai que ça a tout de suite questionné ça. Ce qui est ressorti, c'est que les troubles légers appartenaient plutôt au champ de la santé mentale et que les troubles sévères appartenaient plutôt au champ de la psychiatrie. Ça, je le dis comme ça, je ne vais pas citer tous les verbatims parce que ce serait vraiment trop long, mais c'est juste pour vous donner les grandes idées qui sont sorties de cette recherche qualitative qui nous a donné une première orientation sur les représentations et la façon dont elles se croisaient, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas partagés et par les professionnels et par les usagers et les aidants. Donc, c'est intéressant de voir les choses sous cet angle-là. Donc, voilà, la première chose qui est ressortie, c'est de dire on peut parler de e-psychiatrie pour la prise en charge des troubles et les prises en charge sanitaires. Donc ça, la psychiatrie sera le médical. Et puis la santé mentale, on considère que ces troubles légers, on est autonome. Éventuellement, les professionnels à même de les prendre en charge, ce seraient les psychologues. Donc voilà ce qui est sorti de ce premier thème. Le deuxième thème qui a été questionné, c'était la répartition des compétences et les modalités de collaboration. Alors qu'est-ce qui a été dit? Ce qui est ressorti, parce que à chaque fois je mets la position prédominante de ce qui a été dit, c'est que concrètement il y avait une impossibilité de remplacement des acteurs humains par les acteurs technologiques, avec une défense importante du domaine de compétences des professionnels et une forme de disqualification de l'e-santé. Ceux qui étaient les plus réticents avaient des formes de disqualification avec ce type de verbatim, ce n'est qu'un gadget, ça ne peut pas remplacer, voilà. C'était la position qui était la plus partagée, pour le coup, qui mettait d'accord les usagers et les aidants, mais avec lesquels les psychiatres n'étaient pas d'accord. Ce qui est assez intéressant, bon, après c'est souvent que ça se passe souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des lignes de tension entre les différents champs de compétences des différents professionnels et des personnes qui peuvent intervenir autour d'un dispositif et autour des nouvelles technologies. Et c'est bien ressorti en tout cas à travers cette étude-là. Je passe le verbatim. Le troisième thème qui est ressorti dans cette étude, c'est l'impact de la e-santé sur la relation spécifique soignant-soigné. Alors là aussi, c'était très intéressant. La position la plus partagée, ça a été de dire qu'au final, les nouvelles technologies étaient un agent d'induction et de densification relationnelle. C'est comme ça que c'était énoncé, pour le coup, partagé par l'ensemble des acteurs qui peuvent se croiser et qui peuvent échanger autour d'un dispositif. Donc là, je fais à chaque fois des focus sur psychiatres et usagers, hein, c'est pas pour les opposer, mais c'est vrai que c'est toujours rassurant de savoir qu'on travaille dans le même sens. Alors ce qui a été énoncé, c'est que ça pouvait être un vecteur de lien, de connexion, de réseau, et qu'il y avait une reconfiguration des rapports hiérarchiques à travers l'utilisation des nouvelles technologies. Alors il y a quelqu'un qui a dit ça s'inverse, on pourra convoquer son psy dans son salon. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est qu'on dématérialise complètement le cadre du soin. Utiliser une interface web, une nouvelle sur son portable, une technologie mobile, ça veut dire que le soin n'appartient pas à une salle dédiée dans un endroit où le professionnel est en position de force, entre guillemets. Donc ça a été dit comme ça. Donc à la fois densification relationnelle et puis reconfiguration des rapports et des positions de pouvoir. Le quatrième thème qui est sorti, c'est le processus d'autonomisation et l'injonction à l'autonomie. Alors ça, c'était également très intéressant. C'était l'idée de dire, la position la plus partagée a été de dire que les nouvelles technologies participaient au processus d'expertise et d'autonomisation dans le champ de la santé mentale. Ça rejoint un peu le thème précédent, ça vient conforter l'idée que ça horizontalise les formes de pouvoir soigner et de pouvoir décider. Il y a à la fois l'information qui permet aux gens d'améliorer leur littératie en santé et en santé mentale. Donc j'ai plus d'informations, je sais un peu mieux ce qui est bon pour moi, et je suis capable de travailler de manière un peu plus horizontale avec le professionnel du soin qui va prodiguer ou prescrire l'utilisation de nouvelles technologies dans le champ de la santé mentale. Donc là, c'était un verbatim. Le fait d'avoir des informations nous rend indépendants des médecins, cela nous amène vers le chemin de la guérison. Ça, c'est le verbatim d'un usager. Et enfin, le cinquième thème qui a été évoqué dans le cadre de cette recherche qualitative, c'est la régulation de l'écosystème sociotechnologique. Alors, qu'est-ce que ça dit? A été questionnée la position la plus partagée, c'était de dire qu'il fallait que ça reste un système qui se développait sous l'autorité du système de santé.
avec des acteurs qui ont été identifiés comme légitimes pour sa régulation. Alors, ministère de la Justice, ministère de la Santé, les chercheurs, les médecins, les professionnels qui représentent les usagers, les familles, les pères aidants, etc. L'utilisation des nouvelles technologies rentre dans un système de santé, et un système de santé a ses règles. Donc ça doit rester sous la gouvernance, on va dire, du système de santé, quand bien même on pense l'interdisciplinarité, quand bien même on pense l'interdisciplinarité et puis l'intersectorialité. Voilà, j'en viens à la conclusion, en accord avec la levée de M. Granger. Donc en guise de conclusion, le premier mythe, c'était de pouvoir répondre à la question comment les convergences technologiques peuvent participer au développement d'une bonne santé mentale pour tous. Bien évidemment, j'ai pas la réponse. Par contre, quelques éléments de réalité, c'est le fait que le développement des nouvelles technologies, clairement, s'intègre dans le développement d'une culture participative en santé mentale et une démocratie sanitaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le rapport à la Charte d'Ottawa, la mesure, l'autocontrôle, l'autogestion, l'entraide, sont des choses qui sont vraiment accompagnées par les nouvelles technologies. On parle de promotion numérique de la santé, qui est tout à fait en accord avec la gestion de déterminants de sa propre santé et de sa propre santé mentale. Les outils numériques semblent être un soutien fort à la réalisation des objectifs de développement durable, c'est également vrai. Autre élément de réalité que je voulais citer, c'est le rapport de Dominique Pont, qui dit, alors je cite un peu les 3 premiers points, mais qui dit quelque chose de très important. Dans le rapport qu'il a cité, qui est sorti en avril, il ne parle pas de patients, il ne parle pas d'usagers, il parle de citoyens, usagers, patients. Il a fait des schémas très forts pour représenter l'espace numérique de travail tel qu'il a été imaginé sur le partage des données de santé. Et il dit, alors ça il le dit souvent, Dominique Pont, il dit il faut penser le numérique comme une émancipation. C'est-à-dire qu'on passe de l'usager des services de santé, usager des services de santé mentale, aux citoyens de la santé, citoyens de la santé mentale. Je termine sur les zones de vigilance, c'est la dernière slide, puisqu'il y en a. Je ne parlerai pas de mythe, parce que mythe, ça me paraît un peu pessimiste, et c'est dur de revenir sur un mythe, mais peut-être les zones de vigilance pour viser, en accord avec ce que nous dit de faire l'OMS, la couverture sanitaire universelle adaptée au contexte culturel français, c'est la prévention de la fracture numérique et des inégalités numériques de santé et de santé mentale. Il y a des chartes de l'utilisation du numérique qui ont été écrites au Canada il y a un mois, alors dans un autre contexte, mais cependant qui posent les règles du bon accès, de l'accessibilité pour tous au numérique. Faire attention à ce qu'on appelle maintenant l'électronisme, qui concerne 15% de la population, donc c'est cet illettrisme du numérique. L'augmentation de la littératie et des compétences en e-santé mentale pour tous. Plus on aura d'informations, plus on travaillera les compétences digitales, plus on permettra aux personnes d'avoir accès aux nouvelles technologies. Et puis enfin, faire attention à peut-être des déterminants sociaux spécifiques à la santé mentale, qui sont ceux de la connaissance, de l'accès et du respect des droits. Peut-être qu'il y aura des applications qui s'attacheront à cette partie peut-être plus éthique, juridique, parfois plus spécifique au champ de la santé mentale. Voilà ce que je voulais dire. Parfait.